Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Je veux revenir avec vous sur ces déclarations invraisemblables, ahurissantes, scandaleuses, honteuses. Enfin, tous les épithètes viennent à l'esprit. Les déclarations qu'a faites Emmanuel Macron et qui ont été publiées dans le journal Le Parisien d'hier soir et qui, depuis, ont semé la consternation générale et soulevé un énorme tollé dans la société politique française. De quoi s'agit-il ? Je vous signale qu'il y a en gros deux déclarations essentielles. La première, c'est qu'il a dit que son objectif, sa stratégie, il a même dit c'est ça ma stratégie, c'est d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Et la deuxième partie de sa déclaration, c'est qu'il a dit « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Ce qui signifie donc qu'il qualifie des millions de Français de personnes qui ne sont plus citoyens français. Alors, les questions que pose cette déclaration sont multiples. J'en retiendrai essentiellement les suivantes. D'abord, qu'est-ce que ça signifie emmerder les non-vaccinés ? C'est qui les non-vaccinés ? Est-ce que ce sont les seuls 5-6 millions, d'après les statistiques officielles, qui sont peut-être tout à fait en dehors des clous ? Il y aurait 5 à 6 millions de Français d'adultes qui n'auraient reçu aucune injection. Je dis tout à fait en dehors des clous parce qu'on sait qu'au Royaume-Uni, le nombre de 5 millions de Britanniques non vaccinés avait beaucoup circulé jusqu'à ce que... il y a une étude qui a été publiée par le Service national de santé qui avait qu'en fait, il y avait 25 millions de Britanniques qui n'avaient reçu aucune injection. En attendant, il y aurait 5-6 millions de Français qui n'auraient reçu aucune injection, parmi lesquels d'ailleurs il y a un nombre non déterminé de personnes qui sont guéries. Personnellement, par exemple, je n'ai reçu aucune injection d'ARNM, mais j'ai le statut de guéri puisque j'ai été en contact et j'ai été contaminé par la Covid-19 au début du mois d'août de l'an dernier. Et donc j'ai un pass, un QR code qui est encore valable jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors est-ce que c'est ça les non-vaccinés, mais est-ce que c'est également les personnes qui ont été injectées, qui ont reçu par exemple 1 ou 2 injections ARNM et qui sont nombreuses à ne pas avoir envie de subir une 3e injection ? Parce que parmi les personnes qui ont été doublement injectées, il y a des gens qui ont été malades, très malades. Il y a des femmes qui ont eu des troubles menstruels, qui ont eu des mal au cœur, etc. Des hommes aussi, des jeunes personnes, des jeunes hommes ou de jeunes femmes qui ont eu des péricardites, des myocardites, etc., etc. Bref, sans compter des maux de tête, il se trouve qu'il y a un nombre non négligeable, certainement quelques millions de Français supplémentaires, qui ne veulent pas se faire revacciner, si j'ose dire, avec la 3e dose. Donc qu'est-ce que M. Macron vise a priori, puisque dans son projet, on ne pourra plus aller ni au restaurant, ni au cinéma, ni je ne sais où, si l'on n'a pas le certificat de vaccination à jour, donc de la 3e dose. Ça veut donc dire que ce nombre de non-vaccinés, il ne faut pas que vous croyiez parmi les gens qui m'écoutent que si vous avez 2 injections, vous soyez quitte. Vous ferez partie des gens que M. Macron veut emmerder jusqu'au bout pour que vous ayez la 3e dose. Et il ne faut pas non plus croire que parce que vous aurez la 3e dose, vous serez quitte. Puisque maintenant tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, il y a une 4e dose qui arrive. D'ailleurs, même au-delà, vous avez vu que M. Olivier Véran a annoncé, comme si c'était une révélation extraordinaire, qu'il allait falloir avoir des doses 1 fois tous les 4 mois. Or, je l'ai dit depuis, ça fait au moins 3 semaines que je l'ai signalé, la Commission européenne a acheté pour 4 milliards 400 millions de doses Pfizer pour les années 2021, 2022, 2023 et pour 440 millions d'habitants. Ça veut donc dire 10 doses sur 3 ans. Ça nous fait à peu près 1 dose tous les 4 mois. Donc M. Macron, c'est un secret de polichinelle. Il commence à parler de la 4e dose. Et puis dans 3 ou 4 mois, on nous parlera de la 5e dose. Et puis 3 ou 4 mois après, de la 6e dose, etc. Donc ce que dit M. Macron quand il dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, ça veut dire il veut tous vous emmerder. Hein. Les seules personnes qu'il n'emmerdera pas, ce seront celles qui, le doigt sur la couture du pantalon, après avoir reçu 5 doses de Pfizer, iront de nouveau rebelote se faire une injection de 6e dose. Et puis qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout ? Emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi ?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pousser à bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les forcer à se laisser injecter un sérum ARNM qui en est encore, je le rappelle, en phase expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Ça veut dire que ceux qui n'accepteront pas de se laisser ainsi injecter seront forfaitairement enfermés chez eux. Il va peut-être falloir les envoyer dans des camps. Oh, je vois tout de suite des gens qui vont protester. Comment pouvez-vous imaginer? Non mais jusqu'au bout. Il va falloir les pousser à l'exil, à la dépression, au suicide. Ça veut dire quoi? Aller jusqu'au bout. Le président de la République, quand même, normalement, sa parole est pesée au trébuchet. Et donc, la représentation nationale devrait lui demander des comptes. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, par ailleurs, et le plus grave, c'est finalement pas cette déclaration, je trouve. Ça, c'est déjà très grave. Mais le pire, c'est la suite. C'est de dire que ceux qui ne sont pas vaccinés, ou ceux qui n'auront pas eu le nombre de doses prescrites par Pfizer, deviendront ipso facto des gens qui sont irresponsables et qui ne sont plus citoyens de la République française. Alors ça, c'est d'une gravité extraordinaire. C'est même impensable, inconcevable. Vous vous rendez compte que le président de la République française, le chef de l'État, se permet de qualifier plusieurs millions de Français, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20, 25 millions, si on y intègre ceux qui n'ont pas la troisième dose, il se permet de les qualifier de non-citoyens. Alors si les mots ont un sens, ça veut dire que s'ils ne sont pas citoyens français, ils n'ont plus le droit de vote. Est-ce que M. Macron a comme projet de retirer le droit de vote, par exemple, à l'élection présidentielle ou aux élections législatives, aux personnes qui ne pourront pas présenter leur passe vaccinal? Au point où l'on en est arrivé, personnellement, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, personnellement, ça ne me surprendrait plus. Mais vous vous rendez compte ce que ça signifie? Ça veut dire que là, nous entrons de plein pied dans un régime totalitaire et fasciste. Je dis bien fasciste. Puisque lorsque M. Macron dit que ce ne sont plus des citoyens français, il parle de citoyens français qui n'ont strictement rien commis d'illégal. Puisqu'il n'est pas illégal de ne pas être vacciné. Et pour une raison simple d'ailleurs, c'est que si le gouvernement, par l'intermédiaire du Parlement, faisait imposer l'obligation vaccinale, outre le tollé que ça provoquerait dans la société française, il y aurait une conséquence juridique très concrète, c'est que tous les effets nocifs pourraient ensuite être facturés à l'État via l'ONIAM, c'est-à-dire cet organisme justement qui est là pour verser des indemnités aux personnes qui ont été victimes d'injections ou de vaccins qui ont été recommandés par l'État. Donc ça veut dire que M. Macron se permet, de son propre initiative, de considérer que plusieurs millions de citoyens français, qui n'ont pourtant rien commis d'illégal, qui sont donc innocents de tout, eh bien, puissent se voir retirer le titre de citoyenneté. C'est ça qui est exceptionnellement grave. M. Macron piétine l'esprit même de la République française. Et au passage, il jette de l'huile sur le feu sur la division des Français. Rien que ça justifie, je l'ai dit et je le répète, rien que ça justifie, et je parle de façon très solennelle et sans emphase, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, je le dis de la façon la plus solennelle qui soit, M. Macron doit partir. Il devrait avoir la décence de présenter sa démission, et comme bien entendu il ne le fera pas, ce sont les parlementaires, les députés et les sénateurs qui devraient avoir la décence de lancer la procédure de destitution en application de l'article 68 de la Constitution, dont j'ai donné le mode d'emploi sur le site de l'UPR.fr depuis plus de 3 ans, depuis 2018, depuis novembre 2018, et qui malheureusement, si ça avait été lancé à l'époque, eh bien nous aurions évité bien des déboires à notre pays. Si maintenant les députés et les sénateurs refusent de lancer la procédure de destitution à l'encontre de M. Macron après les propos insensés qu'il vient de dire, alors à ce moment-là, l'article 68 finalement tombe en désuétude. Et en fait, eh bien, on a l'impression qu'il y a une impunité générale. Il n'y a pas que la procédure de destitution, il y a aussi la motion de censure, qui, elle, ne vise pas le président de la République, mais vise le gouvernement, qui est complice des méfaits d'Emmanuel Macron.
Ça fait une dizaine de jours que nous avons demandé à nos adhérents, sympathisants ou même des personnes qui ne sont pas du tout à l'UPR, qui peuvent être des adversaires politiques, mais qui partagent notre souci d'empêcher le pass vaccinal, eh bien nous avons suggéré à tout le monde de prendre contact avec son député pour demander le lancement d'une motion de censure. Nous ne voulons pas nous mettre en avant. Il ne s'agit pas de me mettre en avant moi, ni l'UPR. Il s'agit de se battre pour notre pays. C'est ça le sens des propositions toujours très juridiques que nous faisons. Surtout quand j'ai demandé que l'on demande aux députés de lancer la motion de censure. Nous avons eu en fait une formidable leçon de choses. C'est que nous avons eu une 12 ou 13 personnes qui nous ont dit, députés qui nous ont dit qu'ils voteraient contre le pass sanitaire, et nous en avons eu 5 et qui ont dit qu'ils lanceraient la motion de censure. Je rappelle qu'il en faut 58. Je rappelle ici, et c'est ça qui est important, c'est que pour lancer une motion de censure contre le gouvernement, même si elle ne réussit pas, il faut 58 députés. Et je rappelle qu'il y a 201 députés d'opposition à l'Assemblée nationale, à commencer par les Républicains, à continuer par la France insoumise, par les socialistes, par le Parti communiste français, par les députés du Rassemblement national en non inscrits, etc. Donc normalement, il y a une très large possibilité de lancer la motion de censure. Je ne dis pas qu'elle sera validée nécessairement, bien sûr, mais elle pourra être lancée. Eh bien non. Même ça, c'est trop demandé à nos députés. J'ai fait un calcul intéressant. Les motions de censure depuis la Ve République, depuis les débuts de la Ve République, il y en a eu 58. 58. Sur 60, 63 ans, 60, voilà. Ça fait donc un peu moins d'une par an. Il y a eu des moments dans l'histoire de la Ve République où il y avait des oppositions marquées entre la droite et la gauche, où faire de la politique avait du sens. Et je pense en particulier au fait que pendant que Georges Pompidou était Premier ministre de Charles de Gaulle de 1962 à 1968, il y a eu 7 motions de censure contre lui. Il y en a eu 7 également contre Raymond Barre, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing de 1976 à 1981. Il y en a eu également 7 contre Pierre Mauroy, Premier ministre de François Mitterrand entre 1981 et 1984. Donc c'était une procédure vivante, même si de toutes ces motions de censure, sur les 58 qui ont eu lieu depuis 1960, eh bien il n'y en a qu'une seule qui soit arrivée à être votée, qui avait été déposée, je crois, par Paul Reynaud en 1962 pour s'opposer à la loi constitutionnelle voulant soumettre au référendum le changement de la Constitution française pour adopter l'élection au suffrage universel du président de la République. Là, la motion de censure a été votée et Georges Pompidou donc, et son gouvernement sont tombés. Mais ce qui est intéressant dans ce calcul, c'est de voir que depuis que Macron est à l'Élysée, il y a eu 3 motions de censure en 2017-2018 contre Édouard Philippe et plus rien depuis. Ça veut donc dire que ça va bientôt faire 4 ans que les députés n'ont déposé aucune motion de censure contre le gouvernement. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République d'avoir plus de 3 ans sans motion de censure. Ça n'était jamais arrivé. Et depuis que Jean Castex est Premier ministre, il n'a eu aucune motion de censure. Alors même que nous avons eu l'affaire des Gilets jaunes, puis ensuite que nous avons eu cette affaire de pandémie, avec des décisions extraordinairement privatives des libertés, comme le pass sanitaire lancé par Macron le 12 juillet de l'année dernière, ou comme cette affaire de pass vaccinal, qui était la raison même de faire une motion de censure. Quand on voit certaines motions de censure qui ont été lancées dans les années 70, on a les bras ballants de constater à quel point les députés de notre époque portent une responsabilité écrasante, et pas seulement les députés de En Marche, qui sont des godillots de Macron, mais aussi les députés d'opposition qui ne font pas leur travail. Je voudrais ici rappeler ce qu'est le devoir du président de la République. En 1951, De Gaulle était dans ce qu'on appelait la traversée du désert, mais il avait formulé dans des écrits, dans des discours, il avait formulé ce qui était à son avis le devoir du président de la République française, du chef de l'État. Et ce devoir tenait essentiellement dans un mot, dans 2 mots: unité nationale et réconciliation.
Il proposait la réconciliation des Français, notamment suite au déchirement de la Seconde Guerre mondiale. Il proposait la réconciliation des familles, où il y avait des oppositions politiques mais aussi sociales au sein des mêmes familles. Il proposait la réconciliation des classes sociales, avec notamment ces idées qu'il a ensuite perfectionnées sur la participation des travailleurs, sur le fait d'avoir une espèce de troisième voie entre capitalisme et socialisme. Voilà l'objectif, la pensée centrale de Charles de Gaulle, du fondateur de la Ve République, sur les devoirs du chef de l'État. C'est que le chef de l'État doit être là pour rassembler les Français, les réunir, calmer leurs passions, calmer les passions adverses, le goût des divisions du peuple gaulois, le génie, le mauvais génie des divisions, disait de Gaulle. Et avec les Français, il faut faire un effort constant de rassemblement. Il faut être là comme une espèce de docteur SOS qui essaye de calmer les plaies, de guérir les blessures, de faire comprendre à tout le monde que nous sommes tous Français, comme l'avait dit le duc de Berry, le deuxième fils de Charles X, en 1815, lorsqu'il voyait des Français se battre après la bataille de Waterloo entre les débris de la grande armée napoléonienne et les soldats fidèles à Louis XVIII. Il avait dit « Arrêtez de tirer, nous sommes tous Français ». C'est là que Macron vient de prouver qu'il n'est pas à la hauteur d'être le chef d'État de la France. Un chef d'État de la France, c'est quelqu'un qui doit insister toujours sur ce qui rassemble les Français et non pas sur ce qui les divise. Pour paraphraser une phrase célèbre, ce qu'a commis M. Macron avec ses déclarations, c'est pire qu'un crime, c'est une faute indélébile contre son mandat, c'est une faute indélébile qui, à mon avis, signe le fait qu'il ne sera d'ailleurs pas réélu, peut-être même va-t-il renoncer à se présenter, mais il ne portera pour toujours cette politique qui maintenant atteint des sommets, qui est une politique de division, de zizanie, de scission, de fracture de la société française. Je terminerai là en vous disant que pour ce qui me concerne, si je fais de la politique, et avec une abnégation que certains ne mesurent pas, c'est pour essayer à tout instant de dire aux Français voilà ce qu'il faut faire. Et actuellement, ça n'est pas bien de montrer à la vindicte les personnes non vaccinées, dont d'ailleurs je fais partie. Parce que toutes les études scientifiques montrent qu'il est faux de croire que les personnes qui sont vaccinées ou qui ont un schéma vaccinal complet sont indemnes de la contamination et de la transmission. Monsieur Castex en est l'exemple même. Il a été double vacciné, il a attrapé la Covid. Il en a fait d'ailleurs porter le chapeau de façon absolument misérable sur sa petite fille de 11 ans. Mais maintenant, c'est le cas de Mme Elisabeth Moreno, qui est ministre de l'Égalité. Et puis auparavant, il y avait eu, je crois, Mme de Montchalin ou Mme Pannier-Runacher, etc. Enfin bon, bref, le nombre de ministres, c'est un cluster. Enfin, la seule réussite, finalement, de ce gouvernement, c'est que tout le monde, finalement, aura été vacciné et tout le monde aura été contaminé. C'est à peu près ça. De façon non ironique, on sait que le vaccin ARNM ou l'injection ARNM ne prémunit pas de l'infection ni de la transmission. On sait également qu'il représente un pourcentage tout à fait significatif des gens qui sont hospitalisés. Et l'on sait aussi, fort heureusement, que contrairement au narratif officiel qui fonde la politique actuelle de passeport vaccinal, eh bien en fait le nouveau variant Omicron apparaît de jour en jour comme effectivement extrêmement contagieux, mais finalement bénin. En d'autres termes, peut-être que le plus extraordinaire de toute cette affaire, c'est qu'elle repose sur un narratif complètement erroné du point de vue scientifique, et que peut-être, en définitive, faudrait-il faire comme la présidente de la collectivité de Madrid en Espagne, ou bien comme en Afrique du Sud, où les autorités ont décidé de ne plus lutter contre cette prolifération du virus Omicron
de ne prendre aucune mesure complémentaire. J'ai vu que c'était le cas aux États-Unis également d'ailleurs, en attendant bien finalement que tout le monde soit contaminé peu ou prou et que la plupart des personnes développent enfin cette immunité de groupe qui nous débarrassera tous de cette pandémie. Je ne sais pas si c'est le schéma qui va se produire, mais je sais que c'est ce qui se produisit en 1918 et qui mit fin à la grippe espagnole, ce qui se produisit en 1971 et qui mit fin à la grippe de Hong Kong. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que les députés doivent déposer la motion de censure, doivent lancer une procédure de destitution. Ce soir, j'ai malheureusement acquis la conviction une nouvelle fois qu'ils ne le feront pas. Ils prouvent donc devant le peuple français qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Ils ne sont pas propriétaires de leurs fonctions. Ils ne sont pas les députés de Macron auprès des Français. Ils sont les députés des Français auprès de Macron. Ils ont tout compris à l'envers. La démocratie parlementaire, c'est qu'un député, il est là pour représenter le vœu du peuple. Or, tous les sondages montrent que les Français sont majoritairement, sans doute même très majoritairement, contre le pass vaccinal. Pour ce qui me concerne, eh bien, vous faites ce que vous voulez pour les manifestations qui vont se dérouler. Je ne sais pas si moi-même j'y participerai, j'essaierai peut-être de passer ici ou là, parce que moi je me consacre à une autre tâche qui est extraordinairement importante, c'est que je poursuis inlassablement ma recherche de promesses de parrainage pour l'élection présidentielle, puisque maintenant les échéances se rapprochent, et je tiens absolument à tout faire pour être candidat à l'élection présidentielle, pour qu'il y ait au moins un candidat qui représente tous celles et tous ceux qui veulent supprimer tout de suite, si je suis élu, la première chose que je ferai, j'en fais ici le serment, je ferai supprimer le pass sanitaire ou le pass vaccinal ou ce qui existera à l'époque. Je proclamerai également, je ferai voter la loi sur la liberté vaccinale. Que les Français qui veulent se faire vacciner le fassent avec le vaccin de leur choix, y compris le vaccin chinois qui n'est pas un vaccin ARNM, y compris avec peut-être le vaccin français. Je proposerai également que les Français puissent avoir recours au traitement. Pour cela, je proposerai également que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous connaissez mon programme. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il y ait à faire aujourd'hui pour sortir la France du cauchemar. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.